tous. Les mouvements d'indépendance ont non seulement été témoins des grandes figures emblématiques panafricaines des années 60 comme Sékou Touré, Kwame Nkrumah, Patrice Lumumba, mais aussi témoins de la naissance de ces nouvelles dictatures parmi lesquelles se sont érigés des dirigeants visionnaires qui, dans le but d'asseoir leur pouvoir et accroître leur popularité, ont surtout misé sur le football. L'exemple de Mobutu Sese Seko qui, vers les années 70, fera de la sélection nationale un outil important pour renforcer son autorité et sa célébrité. Les Léopards du Zaïre connaîtront leur apogée pendant toutes ces années-là, jusqu'à une qualification en Coupe du Monde en 1974. Aujourd'hui, une majeure partie de ces pays subsahariens connaissent une instabilité politique sans pair, des conflits armés, qu'ils soient internes ou entre États, des changements fréquents de gouvernement, souvent liés à des coups d'État ou encore à des élections contestées. Tous ces conflits sont basés sur des différences ethniques ou encore religieuses. L'instabilité politique en Afrique est souvent perçue comme un obstacle majeur au développement du continent. Les conséquences de cette instabilité politique sont multiples. Elles incluent la stagnation économique, la pauvreté persistante, une détérioration des infrastructures et surtout une migration forcée et parfois même des crises humanitaires. Dans un tel environnement, il est très difficile d'asseoir une politique sportive stable sur la durée et surtout d'assurer une continuité sur le programme de développement. Quand on parle d'une politique défaillante, on voit directement les retombées économiques. Son impact dans le football est visible et palpable. Le jeune footballeur africain n'a pas à sa disposition les infrastructures adéquates pour la pratique du football. Ce n'est pas sur des pelouses vertes bien entretenues que l'Africain apprend à pratiquer le football, mais plutôt sur des terrains adaptés à la besogne, des espaces sablonneux et mal entretenus. La majorité de ces jeunes sont donc issus des quartiers défavorisés, des jeunes qui, pour la plupart, doivent d'abord lutter pour leur survie quotidienne avant de penser à l'achat des équipements sportifs. Malgré cela, ils font avec ce qu'ils ont. Si ce manque d'infrastructures impacte sur la pratique du football au niveau amateur, il n'est pas moins au niveau professionnel. Surtout avec les nouvelles règles de la CAF autour des homologations des stades, plusieurs pays africains aujourd'hui ont été priés d'améliorer leurs installations sportives au risque de voir leurs rencontres à domicile être délocalisées vers des pays voisins. Cela n'a seulement pas des répercussions au niveau des résultats sportifs, mais cela représente un gros manque à gagner du point de vue financier pour ces pays dont les possibles recettes de ces rencontres internationales sont une véritable contribution à leur développement sportif. La corruption et la mauvaise gouvernance peuvent également jouer un rôle dans le manque d'investissements efficaces. Les ressources allouées aux infrastructures sportives, aux programmes de formation des jeunes talents et surtout à d'autres initiatives cruciales sont souvent détournées à des fins personnelles plutôt que d'être investies de manière adéquate. Alors, le plus surprenant dans ces affaires de corruption est que les cas les plus flagrants ne proviennent pas du bas de l'échelle. Non, c'est plutôt le contraire. En portant nos yeux vers le haut de la pyramide, on s'aperçoit que le mal est plus profond. Les dirigeants de la haute instance du football africain sont les plus corrompus de la planète football. Le dernier cas en date, c'était celui du président Ahmad Ahmad de la CAF à qui on reproche le financement d'un pèlerinage à Mecque, une somme subventionnée par la FIFA pour le développement du football africain, son implication dans des transactions frauduleuses avec la firme Tactical Steel, des virements sur un compte bancaire pour le compte de ES Pro Limited alors que cette même société n'existait même pas en 2018. Des sommes astronomiques s'élevant à des millions de dollars. Ahmad Ahmad n'est pas seul. Pourquoi devrez-vous partir des présomptions d'innocence pour dire que c'est respectable, c'est pas respectable? Ce qui s'est passé hier, jusqu'à jour d'aujourd'hui, ce qui est établi, c'est pour le cas de la CONCACAF de Comobol. Omari Selemani, Kalou Chaboualia, Issayatou, la liste est tellement longue. Les répercussions économiques se font sentir sur les projets footballistiques des différentes fédérations de football. Les budgets alloués au sport ne représentent pas plus de 2% du budget annuel total dans la plupart de ces pays.
Ce qui fait que la plupart des fédérations africaines n'ont pas les moyens suffisants pour mettre en place des vrais projets pour le développement du football dans leurs pays respectifs. De nombreuses fédérations sportives, en particulier celles des pays subsahariens, font face à des contraintes budgétaires sévères. Le manque de ressources financières peut entraver leur capacité à mettre en place tous ces programmes de formation complets et de qualité pour la jeunesse. Néanmoins, ces fédérations reçoivent de la CAF et de la FIFA des subventions pas toujours suffisantes pour les aider à atteindre le minimum. Malheureusement, ces fonds se transforment pour la plupart du temps en biens privés. Le manque de ces moyens pour encadrer la jeunesse peut compromettre le développement du sport dans la région, surtout à long terme, raison pour laquelle tous ces talents potentiels passent inaperçus et le niveau global du sport souffre énormément. Mais aujourd'hui, certains pays se sont démarqués en se créant des partenariats avec des clubs étrangers. Ces clubs investissent dans la formation au pays. Ils collaborent dans la formation des jeunes en récupérant les meilleurs joueurs qui représenteront plus tard une plus-value à la revente, en fait. Exemple, les académies du Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, ont permis à développer le football dans leur pays. Le seul couac dans cette démarche est la faiblesse du football local, certes. Ces joueurs deviennent des atouts majeurs pour la sélection nationale au sacrifice du football local qui constate un exil important de ses meilleurs éléments vers l'étranger dès le bas âge. Quand on n'investit pas dans la jeunesse, non seulement on ne favorise pas le développement du sport, mais on n'offre également pas aux jeunes, à ces jeunes, les opportunités d'apprentissage, de croissance personnelle et de construction de communautés plus solides. Alors, ceci pourrait constituer un point positif pour le football africain. L'idée est bonne, mais l'intention derrière peut devenir mauvaise à partir du moment où ça devient une occasion pour manipuler les jeunes sportifs africains. Avoir des coachs africains au sommet du football africain, exemple Aliou Cissé, le coach Ibengue, c'est une fierté pour le continent africain, mais à condition qu'ils soient compétents. Une mise à jour des compétences est un must pour rivaliser avec les coachs des différents continents, surtout à l'heure de la révolution tactique que ce football moderne requiert. Il ne faut pas imposer des coachs incompétents au sein des sélections pour garder une même mise sur la sélection des joueurs en équipe nationale. Plusieurs pays aujourd'hui souffrent de ces fléaux. La plupart des sélections africaines souffrent d'une ingérence dans leur sélection à tel point qu'on retrouve des joueurs favorisés au détriment des jeunes plus compétents et plus compétitifs. Les nombreux joueurs africains évoluant dans des équipes nationales possèdent la nationalité des deux pays en raison de l'émigration de la diaspora. Ils peuvent être nés ou avoir grandi à l'étranger, souvent dans des pays européens, et avoir la double nationalité en raison de leur famille. Les joueurs binationaux peuvent être confrontés à des choix difficiles, complexes lorsqu'il s'agit de représenter l'équipe nationale. Ils doivent souvent décider entre le pays de leurs ancêtres ou alors le pays d'accueil. Ces décisions peuvent être influencées par des facteurs tels que les opportunités sportives, la reconnaissance internationale et aussi les avantages offerts par chacune de ces équipes nationales. La question des binationaux a souvent suscité des débats sur l'éthique dans le football. Certains estiment que les joueurs binationaux devraient représenter le pays d'origine où ils ont des liens familiaux plus forts, tandis que d'autres soutiennent le contraire, c'est-à-dire le choix du pays d'accueil. En fin de compte, la question des binationaux dans le football africain divise, mais souligne aussi la complexité des liens entre l'émigration, l'identité nationale et le sport. Les fédérations nationales aujourd'hui, les instances dirigeantes de la FIFA, doivent continuer à aborder cette question avec sensibilité et aussi mettre en place des règlements clairs pour garantir une compétition équilibrée, équitable et respecter ainsi les choix individuels de ces joueurs qui sont pour la plupart subissent des pressions de toutes parts, que ce soit des agents ou alors des clubs. Alors, la falsification des âges dans le football africain est une problématique persistante qui a des implications sérieuses pour l'intégrité du sport.
Les clubs et les fédérations peuvent également être motivés par le désir de gagner des tournois des jeunes, ce qui peut apporter une reconnaissance et des opportunités dans les transferts. La falsification des âges peut nuire à la réputation du football africain sur la scène internationale. Des cas de fraude peuvent attirer l'attention négative des médias et aussi des instances dirigeantes du football, affectant ainsi l'image du sport en Afrique. La vérification précise de l'âge des joueurs peut être un défi aujourd'hui, en particulier dans des contextes où la documentation officielle peut être lacunaire ou sujette à la fraude. Cela rend plus difficile la tâche des autorités sportives de s'assurer de l'exactitude des informations fournies par les joueurs. Cela demande aussi une certaine documentation des archives, un travail dans la fédération, un travail d'administration pour améliorer tout ce travail. Mais c'est parce que je suis africain. Et à ce moment-là, vu que des questions se bousculaient dans ma tête, j'ai pris la décision de quitter le stade. « 18 ans après, le constat est malheureusement flagrant. Pourquoi la FIFA n'arrive toujours pas à mettre en place des mesures solides et sévères pour lutter contre ce racisme dans le football? Quels sont les actes concrets posés par la FIFA pour lutter contre le racisme? C'est la question qu'on se pose. Les joueurs africains sont encore l'objet d'insultes racistes sur le terrain de football. Les cris de singe, les gestes offensants et les commentaires discriminatoires sont des formes de comportements racistes qui persistent aussi bien sur le terrain comme en dehors de terrain. Devons-nous fermer les yeux devant ces spectacles ignobles, rester silencieux devant ces actes barbares? Devons-nous attendre que les médias étrangers fassent le travail à notre place? Dénoncer ces incidents racistes contribuerait aujourd'hui à sensibiliser l'opinion politique et publique, à forcer la voie pour des changements. Qu'attend l'Afrique pour défendre sa propre cause, défendre la cause de ses propres frères? La lutte contre le racisme aujourd'hui et la discrimination dans le football africain nécessite une approche holistique impliquant tous les acteurs du sport, des instances dirigeantes aux joueurs et aux supporters. Il est essentiel aujourd'hui de promouvoir une culture de respect, d'égalité et d'inclusion pour créer un environnement où chacun peut participer au football sans craindre la discrimination basée sur sa race, son origine ou encore toute autre caractéristique. Certains joueurs croient en l'influence des ancêtres sur leur succès dans le football. C'est vrai. Des pratiques spécifiques telles que des offrandes ou des cérémonies peuvent être réalisées pour honorer les ancêtres ou encore solliciter leur protection ou leur soutien. On n'est pas contre. Pendant les matchs, de nombreux joueurs africains portent des amulettes, des talismans, croyant qu'ils peuvent leur apporter protection et chance. Ces objets peuvent être liés à des traditions religieuses ou encore culturelles, je ne sais pas, et sont souvent considérés comme des symboles de force ou de pouvoir. La superstition et les pratiques fétichistes dans le football africain sont des éléments nocifs qui jouent un rôle négatif dans la manière dont le sport est perçu et pratiqué. On oublie qu'il y a un équilibre délicat à maintenir, surtout dans un environnement de plus en plus professionnel où des normes internationales sont également observées. Ces pratiques ne sont pas uniquement liées à des idées de chance ou de protection, mais elles font également partie intégrante de l'identité culturelle et des joueurs et des équipes. Aujourd'hui, il y a des budgets alloués qui sont spécifiquement alloués aux équipes locales pour les dites pratiques. Il y a aussi des équipes nationales qui ont tout un budget alloué à toutes ces pratiques.
En conclusion, je dirais que la FIFA veut réellement maintenir le football africain dans un sous-développement. À qui profite le crime ?